Donc, bonjour, c'est lancé. Il n'y a pas de signal sonore. On attendait un genre de signe du destin, une lumière quelconque. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui en cette belle journée presque printanière, presque estivale, j'ai envie de dire. Je m'appelle Valérie Chevalier. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour animer cette belle rencontre. Alors, cette rencontre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une occasion de discuter avec les auteurs, les autrices finalistes pour la 21e édition du prix littéraire des collégiens et collégiennes présenté par Québecor. Le prix littéraire des collégiens et collégiennes, c'est une production du RIASC, le réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec. Alors, je salue tous ceux et celles qui se sont joints à nous pour cet événement, collégiens, collégiennes, personnel enseignant, partenaires, lecteurs, lectrices, évidemment, auteurs et autrices aussi. Merci de soutenir cet événement. Alors, le prix s'est imposé au fil du temps comme une des distinctions les plus convoitées du milieu littéraire québécois et constitue aussi une activité pédagogique qui est incontournable dans le milieu collégial. En plus de permettre à la population étudiante d'élargir sa culture littéraire, de développer son esprit d'analyse et son sens critique, ce projet sert de lieu d'expression des goûts littéraires de la jeunesse étudiante, et ce, depuis 2001. Alors, pour cette 21e édition du prix littéraire des collégiens et des collégiennes, il y a 65 cégeps au collège qui sont inscrits. Les étudiants et étudiantes qui participent vont débattre avec ardeur, j'en suis certaine, de la qualité de chacun des titres avant de voter pour son coup de cœur. Et en avril prochain, les personnes représentantes de chaque collège, élues par leurs pairs, vont se réunir pour les délibérations nationales. Et c'est dans le cadre du Salon international du livre de Québec que l'œuvre gagnante sera dévoilée. Alors aujourd'hui, les auteurs et autrices en liste sont des nôtres pour répondre aux questions des étudiants, des étudiantes qui nous ont été envoyées. Très bonne question d'ailleurs, j'ai hâte de connaître les réponses, mais sans plus attendre, accueillons les finalistes du prix littéraire des collégiens et collégiennes 2024. Éric Chacour, Louis-Daniel Godin, Michaela Nicole, Emmanuel Pierrot et Jean-Christophe Réel. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Alors, je vais Valérie. vous présenter sommairement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, même s'ils vous ont lu. Né à Montréal de parents égyptiens, Éric Chacour a partagé sa vie entre la France et le Québec. Diplômé en économie appliquée et en relations internationales, il travaille aujourd'hui dans le secteur financier. Son premier roman, Ce que je sais de toi, lui vaut sa présence parmi nous aujourd'hui. Bonjour Éric. Bonjour Valérie. Louis-Daniel Godin est professeur au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. On est enchanté de le recevoir aujourd'hui pour qu'il nous présente son premier roman, Le Conte est bon. Bonjour, Louis-Daniel. Bonjour Valérie. Michaela Nicole est l'autrice des romans Les filles bleues de l'été et Aphélie, tous deux publiés au Cheval Doux. Elle travaille aujourd'hui comme formatrice de français langue seconde en milieu de travail. Et ce soir, Michaela Nicole répondra à vos questions sur son roman Mise en forme. Bonjour, Michaela. Emmanuel Pierrot, dite Pierrot, a grandi en banlieue de Montréal. Elle a vécu au Yukon, en Colombie-Britannique, au Texas, en Californie et en Louisiane. Elle a travaillé comme poète de rue, femme de chambre, cueilleuse de pommes et guide touristique. L'autrice nous partage son tout premier roman, La version qui n'intéresse personne. Bonjour Pierrot. Jean-Christophe Réel est poète, romancier et scénariste. Il a signé une chronique poétique chaque semaine dans Le Devoir de 2020 à 2021 et il a fait paraître 6 recueils de poésie et un roman. Sa télésérie L'air d'aller a reçu le prix des étudiants à Cannes Série en 2023. C'est pour son roman La blague du siècle qu'il est des nôtres ce soir. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors, merci beaucoup à vous 5 d'être avec nous, d'être présents ce soir. Là, il y a beaucoup d'étudiants, d'étudiantes qui ont adoré vos livres, qui ont raffolé de vos mots et de la façon dont vous les avez assemblés. Vos plumes ont su toucher, captiver l'imaginaire, rejoindre les cœurs de nombreux et nombreuses d'entre elles, en les transportant dans des univers qui sont aussi riches que variés. La première question qui va rejoindre tout le monde, avant d'entrer dans le vif du sujet de vos romans respectifs, j'aimerais savoir quel est l'environnement ou l'ambiance dans laquelle vous vous sentez le plus inspiré et productif pour écrire vos livres? Est-ce que c'est une heure du jour particulière, dans une ambiance silencieuse, musicale, à la maison ou dans un autre lieu? Je me tournerai vers Michaela pour répondre à cette question d'abord. OK. OK.
Oui, ben moi, je pense que c'est ici même où je suis assise, qui est mon bureau, le bureau qui est dans Mise en forme aussi. J'écris vraiment pas beaucoup à la fois, donc une genre d'heure, 45 minutes, une heure avec un café sur un estomac vide, et c'est tout ce qui marche pour moi depuis, c'est ça. Fait que par petits coups en matinée. Ouais, ici, Intéressant. Pardon? ici même et pas ailleurs non plus. J'aime ça, un lieu fixe, pas de distraction. Jean-Christophe, comment ça se passe de votre côté? Ben pour ma part, je suis assez versatile là-dessus. Je peux écrire un peu n'importe où, au café. Tu vois, j'ai déménagé comme 3 fois dans la même année, puis j'écrivais n'importe où, n'importe quand. Il n'y avait pas de souci. Les heures, ça compte pas vraiment non plus. Fait que non, j'ai pas d'horaire précis. Vraiment pas. J'écris quand je le souhaite et tout. Ouais. C'est-à-dire quand l'inspiration vient ou quand c'est le moment d'écrire? Ben là, vu que c'est mon métier, il faut que je m'assoie quand même devant l'ordinateur, même si je n'ai pas d'inspiration, parce faut que je fasse quelque chose. Mais non, c'est ça. C'est un peu n'importe où, n'importe quand pour moi. Ouais. Pierrot, de votre côté, comment ça se passe, l'écriture? Ben, moi aussi, j'adore écrire avec café et estomac vide. Par contre, ça s'étend souvent jusqu'à comme 4 5 heures. Puis là, ça devient du vin sur estomac vide. Puis après ça, j'ai vraiment mal au cœur rendu à comme 9h30. Puis là, je le regrette. Fait que là, j'essaie de changer ça, puis de manger. Mais aussitôt que je mange, somehow, je peux plus écrire comme j'ai le goût d'aller faire une sieste ou d'aller marcher. Ou... Ça change vraiment le mood. Je suis nomade, fait que j'écris n'importe où. J'ai beaucoup écrit la version qui intéresse personne aux îles de la Madeleine parce que j'étais là pendant un bout. Euh, c'est ça, c'est ma réponse. C'est une excellente réponse, très intéressant. Je recoupe estomac vide et nomade des deux Ouais, c'est dernières, ça, je des suis trois un peu dernières deux en réponses. même temps. Louis-Daniel, de votre côté, comment ça se passe, l'écriture? Ouais, ça sera pas très original. J'ai l'impression que je vais répéter un peu l'affaire du café puis de l'estomac vide. Moi, c'est un peu le travail d'écriture, c'est en marge du travail de 9 à 5. Donc, c'est souvent le matin aussi. Hmm. Je pense qu'il y a quelque chose dans le matin de l'espèce d'état un peu semi-comateux entre le rêve, la réalité. On dirait que j'ai besoin de cette espèce de moment de flottement. Pour poursuivre un peu le rêve. Puis, en effet, moi, c'est l'ambiance, c'est le café, c'est la musique, c'est être en retrait, c'est pouvoir avoir assez de temps pour écrire sans m'arrêter. Peut-être j'en reparlerai plus tard, mais c'est-à-dire pouvoir écrire d'un trait à la main comme ça, sans être interrompu par le monde extérieur. Donc, c'est ça mon Mhm. ambiance idéale. Très intéressant. Et pour terminer ce tour de table, Éric Chacour, comment ça se passe chez vous? Ah bah, moi, je vais tester l'estomac vide. Là, tout le monde a l'air de dire que ça marche. Je vais me lancer dans ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance, l'horaire, mais j'aime bien écrire en musique. J'ai besoin d'avoir des musiques Hmm. comme ça, très amples, très larges, et j'ai l'impression que ça démarre quelque chose dans le cerveau. Alors voilà, ça dépend, dans un café, sur mon lit, mais j'aime bien avec de la musique. Très Est-ce intéressant. que On tu va, peux, moi aussi. je suis vraiment curieuse de savoir la musique que t'écoutes. J'ai toujours te poser des questions. Bah oui, bien Oui, sûr. pourquoi pas? Moi, Allons-y. j'adore, alors ça dépend. Quand j'ai des scènes qui sont super contextualisées, genre dans une boîte de nuit en Égypte, je vais essayer d'écouter de la musique en arabe. Mais sinon, j'aime bien des musiques, genre des musiques de films. J'adore les musiques de Ludovico Einaudi. C'est comme un truc qui est super cinématographique. Tu as l'impression de voir des travelling et tout. Et moi, ça m'aide à visualiser un peu mes scènes. Donc, je fais des choses comme ça. Ah, intéressant. Il y a comme quelque chose de cinématographique dans la façon de pouvoir imaginer les lieux, les endroits. Très intéressant. Je poursuis tout de suite dans cette veine avec Éric Chacour, puisque vous devrez nous quitter rapidement après quelques questions, mais on va quand même prendre le temps de répondre aux étudiants et étudiantes qui nous ont écrit. Cette année, j'ai dit écrit, mais il y a une nouveauté cette année qui permettait aux étudiants et étudiantes de soumettre leurs questions par vidéo. Donc, la première personne qui brise la glace ce soir étudie au Cégep de Lanaudière à l'Assomption.
Bonjour, je m'appelle Lénie et ma question est combien de temps a-t-il fallu pour rédiger l'œuvre Ce que je sais de toi? Moi, j'ai pas entendu le texte. Est-ce que vous avez réussi à entendre? On n'a pas réussi à entendre le son. Je ne sais pas si à la technique, on pourrait repasser la question, si on pouvait avoir le volume. J'ai la question ici, donc je vais la poser. Je m'appelle Amy et ma question est, bon, encore, c'est la première année, on est en train de s'ajuster. Je m'appelle Amy et ma question est, combien de temps a-t-il fallu pour rédiger l'œuvre Ce que je sais de toi? Oh là là, alors un jour, j'ai dit à un journaliste que ça m'avait pris 15 ans, ce qui est vrai entre la première et la dernière ligne, mais alors depuis ce moment-là, c'est devenu un truc, on a l'impression que chaque matin, j'étais comme un petit moine bénédictin qui faisait une phrase et qui s'arrêtait. En fait, il y a des années où j'y touchais pas du tout et il y a des années où Ouais. j'étais super intense dessus, je voulais avancer, je voulais aller plus loin et voilà, comme personne m'attendait puis que moi je j'avais pas vraiment d'objectif de publication et ben, j'ai pris mon temps. Je savais ce que je voulais raconter, mais j'avais pas vraiment d'urgence et pendant la pandémie, je me suis dit: «Ben, ça a pas de sens. Si, j on a des jours de congé, mais on peut pas partir de chez soi, on j'ai plus de temps de trajet le matin, j'ai plus de temps de trajet le soir. Si je le termine pas maintenant, je vais jamais le terminer» et donc Hmm. voilà, je me suis donné un petit coup de pied et au bout d'une grosse dizaine d'années, j'ai réussi à terminer. Très intéressant. Mais je pense que c'est, en tout cas dans le cadre des premiers romans, puis je demanderai à Pierrot tout à l'heure comment ça s'est passé dans le cadre du sien, mais je pense que les premiers romans restent un fichier Word ou des carnets très longtemps avant de devenir un livre et un objet qui est partagé. C'est intéressant, c'est difficile de calculer le temps exact que ça prend Et oui, puis j'ai pour même pas écrire une réussi à œuvre. retrouver le premier fichier Word sur lequel j'avais commencé à écrire. Je me suis dit: à force qu'on me pose la question, il faut que je trouve le tout premier. J'ai même pas réussi à le trouver, mais voilà, Hmm. en essayant de remonter les Au moins, souvenirs, ça je s'est pense que pas ça perdu. fait 10, 15 ans, ouais. C'est une belle approximation. Les prochaines questions proviennent aussi d'étudiants et étudiantes, mais elles nous sont parvenues par écrit. La suivante est celle-ci. Éric, vos parents sont d'origine égyptienne et vous êtes né à Montréal dans les années 80. Comment vous êtes-vous pris pour recréer de façon aussi évocatrice et crédible l'Égypte de la deuxième moitié du 20e siècle, une époque que vous n'avez pas totalement connue? Non, c'est vrai, c'est une époque que j'ai pas connue, que je connaîtrai jamais, hem, mais c'est drôle, j'entends souvent les écrivains qui parlent de leurs recherches, puis de tous les travaux qu'ils font, qui s'enferment dans des bibliothèques, qui regardent des films et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est la partie qui a été la plus simple pour moi, parce que j'ai vraiment grandi avec ces histoires. Moi, je me souviens des amis de mes parents qui étaient autour de la table et puis voilà, quand ils avaient bu un peu trop le soir, bah, ils commençaient à dire: «Ah ben tu te souviens quand on était jeunes, on avait fait, pour le nouvel an, on était allé faire du camping sauvage devant les pyramides». Puis moi, je me disais: «Du camping sauvage dans les pyramides, c'est juste, super évocateur comme image» et Oui. je me promenais parce que je suis souvent allé en Égypte avec mon père et je me promenais dans les rues du Caire et mon père me disait: «Ah bah tiens, dans cette rue-là, il y avait ta grand-mère qui travaillait dans un magasin de couture pour femmes et ça s'appelait, Tout pour la femme». Tout pour la femme, c'est génial quand même. En Égypte, un magasin qui s'appelle Tout pour la femme. Donc voilà, moi j'ai grandi avec plein d'anecdotes comme ça et ça m'a donné comme une sorte d'ambiance qui me plaisait bien et que j'avais envie de retransmettre. Hmm. C'est bien réussi. Bravo. La disparité des classes sociales est aussi au cœur de votre roman. Pourquoi avoir choisi de mettre en lumière ce thème? Moi, je voulais faire un Roméo et Juliette, c'était ça mon rêve et dans Roméo et Juliette, on a les 2 personnages principaux qui sont très éloignés par plein de choses. Hem et moi, je voulais que mes 2 personnages, Tarek et Ali, soient distanciés dans plein de trucs. Je voulais qu'ils n'aient pas la même religion, je voulais qu'ils n'aient pas le même milieu social, donc on en vient à la disparité sociale, qu'ils n'aient pas le même modèle familial, Ouais. qu'ils n'aient pas le même métier, ça c'est peu de le dire et en fait, je voulais qu'ils aient juste un seul point commun, qui était d'être tous les 2 des hommes de cette Égypte de la fin du XXe siècle et je voulais que ce seul point commun-là, ben, c'est ce qui les condamne beaucoup plus que toutes les différences qu'ils ont et Hmm. la disparité sociale, ça faisait partie des différences. Mhm. C'est hyper intéressant. J'ai encore deux questions de la part des étudiants et étudiantes. La suivante, c'est celle-ci. C'est un roman très olfactif qui fait voyager les lecteurs et les lectrices d'une ville à l'autre à travers différents sens. Était-ce votre intention de créer cet univers d'odeurs?
Oui, oui. Alors ça, c'est un truc, c'est très drôle, hein. Pour moi, le Caire, à chaque fois que je suis au Caire, c'est comme, je suis sur le tarmac de l'aéroport du Caire et j'ai l'impression que ça y est, j'ai toutes les odeurs qui m'arrivent et je me sens dans cette ville-là. Et j'associe beaucoup les villes à des odeurs. Mm. Et j'ai essayé de recomposer un peu cette espèce d'identité olfactive du Caire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je sens? Alors parfois, j'ai des odeurs d'ordures brûlées comme ça qui viennent dans mes narines. Parfois, c'est comme le sable qui vient puis qui empoussière le nez. Et j'ai essayé de savoir c'était quoi les petites odeurs que j'avais. Et j'ai repensé aussi aux odeurs quand j'allais voir, parce que moi j'ai encore une tante qui habite là-bas. Et dans sa cuisine, bon, bah, il y a forcément les odeurs de cumin, les odeurs d'anis, toutes ces choses-là qui remontent. D'ailleurs, le titre du livre au départ, c'était Ce que je sais de toi, sentait l'ail et l'anis, qui est une des phrases du texte. Mm. Parce que je pense qu'une grande partie des révélations qui sont faites dans ce roman, ben, elles sont dans ce cadre-là d'une cuisine. Et, et puis bon, mon éditeur m'a dit que on n'allait pas vendre 3 livres avec des histoires d'odeur d'ail, donc on a coupé le titre pour le rendre plus court. Mais oui, c'était une intention de départ, ouais. Ah, c'est très intéressant. Finalement, il y a un étudiant qui demande votre dédicace s'adresse à celles. Qui sont, qui sont-elles, ces celles? C'est, en fait, ce sont toutes les femmes qui m'ont fait aimer l'Égypte. J'ai essayé de faire le compte de toutes les personnes qui m'ont fait aimer l'Égypte et il y avait tout un tas de femmes, plus mon père. Je me suis dit: «Bon, il va pas m'en tenir rigueur si je mets celle. Pour une fois, ça va être le féminin qui va l'emporter». Mais voilà, c'est ma mère, ce sont mes tantes, c'est, mes cousines quand je vais là-bas. Hem Et puis c'est aussi un livre que je voulais très féminin. C'est-à-dire que on a l'impression là comme ça quand on voit la couverture, il y a 2 hommes dessus. Ce que je sais de toi, je, c'est un homme, toi, c'est un autre homme. Mais en fait, je voulais vraiment un roman très, très féminin, parce que j'ai l'impression que dans des sociétés traditionnelles comme ça, où les femmes sont très, très bridées, hem, on arrive à des drôles de paradoxes. On arrive à des hommes qui sont un peu écrasés par le poids des responsabilités qu'on met sur leurs épaules et qu'ils n'avaient pas forcément envie de porter. Et on a des femmes qui sont écrasées par les responsabilités qu'on leur refuse parce qu'elles sont des femmes et qu'on considère qu'une femme n'a pas à prendre de responsabilités. Et, et c'était un peu ce que je voulais raconter dans mon roman. La toute première scène, on voit Tarek avec sa sœur. Et ben, le père demande à Tarek quelle voiture il voudrait plus tard. On voit bien qu'il a aucune idée de quelle voiture prendre. Sa sœur, elle a plein d'idées. Elle veut la rouge, la bas décapotable. Donc, mais sa sœur, on s'en fiche parce que c'est une fille, donc de toute façon, son père, il projette rien pour elle. Lui, ce qu'il veut, c'est dérouler Oui. l'argumentaire pour le garçon et le garçon, il a aucune idée. Et ben voilà, moi, j'ai connu plein de femmes qui ont grandi dans cette Égypte très traditionnelle-là et heu et qui me l'ont fait aimer et puis c'est à elles que j'avais envie de dédier ce livre. Mm. C'est très beau. C'est une belle façon de leur rendre hommage. Je trouve qu'effectivement, ça les met bien en valeur. Donc, bravo pour ça. C'est un très, très beau livre. Bravo, Éric. Je sais que vous devez nous quitter déjà. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps à travers votre horaire très chargé de venir répondre aux questions des étudiants et étudiantes. Ben, merci Valérie, puis merci à elle et à eux pour toutes ces questions. Merci beaucoup. Donc, on se revoit bientôt en avril prochain. D'ici là, à très bientôt. À bientôt. Nous revoilà. Rebonjour. Alors, désolé pour ce petit délai technique. Donc, nous sommes de retour et nous poursuivons avec Pierrot, l'autrice de la version qui n'intéresse personne. Je me lance avec une première question, Pierrot. Le titre de votre roman, La version qui n'intéresse personne, est intriguant puisqu'en fin de compte, il fascine plus d'une personne.
Pouvez-vous nous en dire plus sur son origine et sa signification dans le contexte de votre histoire? Oui, c'est comme ça que j'avais appelé la partie du manuscrit. Quand j'avais envoyé le manuscrit à mes éditeurs, il y avait une partie qui s'appelle Quarantaine maintenant, qui s'appelait la version qui intéresse personne. Puis, c'était pas destiné à la publication, c'était un document de travail entre moi et mes éditeurs que je voulais pas publier parce que je le trouvais vraiment cringe. J'étais comme, j'étais comme, ça, sérieux, je peux pas faire de l'art avec ça. Puis là, mes éditeurs étaient genre, on va publier ça, c'est vraiment nice. En tout cas, pas vraiment nice parce que c'est super malaisant, cette partie-là du roman qui s'appelle Quarantaine. Mais c'est souvent, tu sais, c'est la version d'une femme que personne va entendre sa version parce que ça les met tous mal à l'aise, parce que ça incrimine des gens qui sont leurs amis ou eux-mêmes. Puis après ça, ça s'est un peu extrapolé dans le livre. Il y a un chien qui vit de l'abus, tu sais, puis qui peut pas non plus en parler parce que les chiens ont pas de voix. Fait que c'est aussi la voix de toutes celles qui sont pas entendues, toutes les voix qui sont pas entendues ou qui ne sont pas écoutées. Hmm. Donc voilà, c'est ça ma réponse. C'est une très bonne réponse. On est content de ce titre-là qui est quand même fascinant et qui pique la curiosité. Et c'est Je Alexis passe à la Morin prochaine qui a question. proposé que ce soit le titre. C'est mon éditrice qui a proposé que ce soit ça le titre. On la salue. Salut Alexis, je pense pas qu'elle écoute en ce moment, elle est très occupée. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. C'est correct, on y fera un rapport. Oui, parfait. La prochaine question que j'ai ici, comment avez-vous trouvé le rythme de votre roman, l'équilibre entre la première partie plus lente, foisonnante de détails, et la deuxième partie, fondée sur une montée dramatique aussi puissante qu'anxiogène? Comment moi j'ai trouvé ça? Comment avoir trouvé ce rythme-là dans la composition Je comprends. Je pensais du qu'est-ce que livre? t'en penses. OK. Ben, moi, je trouvais que c'était trop long les deux premières parties. J'ai fait beaucoup de peur. Ces parties-là sont... C'est parce qu'il y a eu un changement de focalisation. C'est qu'au début, je m'adressais plus à un... Mon public cible, au début, c'était les Yukonnais et les Yukonaises. Puis après ça, ayant trouvé un éditeur montréalais, il y avait plein de choses que mon éditeur comprenait pas. Il y avait beaucoup, beaucoup de notes de réécriture de comme pourquoi ils mettent leur nourriture dans un trou. Puis là, j'étais comme ben c'est le frigidaire, c'est normal. Puis il était comme non, non, on veut comprendre toutes ces choses-là, il faut que tu nous les expliques. Puis là, étant donné qu'expliquer dans un roman c'est un peu plate, ben on le met en scène dans des euh, tranches de vie du quotidien. Fait que ça a fait la première partie 1 et 2 super longue, mais c'était pas prémédité. C'était vraiment pour permettre au lecteur de comprendre comment ça marche au Yukon, puis comment ça marche pour Sacha, comment ses relations sociales fonctionnent, pour qu'on ait le temps aussi de comprendre c'est quoi sa zone de confort, vu que sa zone de confort est probablement pas la même que celle du public cible du livre qui était les Québécois. Euh, Fait que une fois qu'on a compris cette zone de confort-là, ben l'idée c'est d'aller tout détruire. Mais ça a été la partie facile. Parce que c'était là Oui, depuis le début. La partie difficile, c'était vraiment les parties les plus difficiles à écrire, c'était les parties 1 et 2, qui sont les moins difficiles psychologiquement à lire, j'ai l'impression. Euh, oui. à part qu'il y a des gens qui trouvent ça plate à cause que c'est long. Mais Je j'ai connais pas juste beaucoup de sais monde qui a comment trouvé faire. ça plate. Non, mais ça servait certainement à camper l'histoire, puis c'était très éducatif aussi comme Merci. première portion. La prochaine question. Dans votre livre, vous explorez des thèmes poignants et intimes. Est-ce que ça a été difficile par moment de transposer cette histoire sur papier et de la révéler au grand jour? Ou au contraire, cette expérience a-t-elle été une délivrance? Délivrante. C'est beaucoup plus difficile que délivrant. Pour de vrai, c'est vraiment parce que moi, j'avais une pratique d'écriture. Tu sais, j'écris depuis que j'ai 15 ans, puis j'allais écrire de toute façon sur. Tu sais, là, j'ai écrit sur
des violences sexistes parce que j'étais une femme, j'en ai vécu, mais j'aurais écrit sur n'importe quoi que j'aurais vécu. C'est juste que là, ça a donné que c'était ça que j'avais à raconter. Mais le processus n'est pas thérapeutique. Malheureusement, la réécriture, c'est pas thérapeutique. Éditer une scène d'agression sexuelle, c'est pas thérapeutique. S'obstiner sur des répétitions dans des moments dans des moments comme, tu sais, il y a des choses qui sont juste difficiles puis qu'on le fait par amour de l'écriture ou parce qu'on a envie de devenir un meilleur écrivain, mais qui sont pas nécessairement bons pour la santé mentale. Mais ce qui est bon pour la santé mentale, c'est que mon rêve était d'être écrivaine. Puis là, ben, je suis un peu plus proche de ce rêve-là ayant publié un livre que je l'étais avant d'avoir publié un livre. Mais c'est dur de parler de choses qui sont traumatisantes, puis ça ne remplace pas une thérapie. Tu sais, comme si on veut se soigner de trauma, c'est vraiment pas publier un livre que je conseille d'essayer en premier. C'est un bon conseil. Mais est-ce que ça va bien aujourd'hui? Question Oui, hors oui, de celle aujourd'hui, ça va bien. posée. Je suis allée, Oui, je suis dans le bas du fleuve, je suis à Saint-Mathieu-de-Riou, dans un fond de rang. C'est très, très relax, ma vie en ce moment. parfait. C'est parfait. On aime ça entendre ça après notre lecture. Prochaine question. Vous décrivez de manière très authentique et crue les personnages et l'environnement avec lesquels ils évoluent. Pourquoi était-il important pour vous de ne pas tomber dans l'embellissement et dans la complaisance? Mhm. Euh, Mes influences en littérature sont des personnes qui ne tombent pas dans l'embellissement ou la complaisance, comme par exemple Charles Bukowski, qui aimait bien parler de lui et paraître le plus mal possible et écrire des livres où tout le monde paraît très mal. À part certaines de ses... Les personnes qui fréquentent des fois paraissent mieux que lui, mais bref, j'avais envie d'écrire un peu ce livre-là où est-ce que dans le fond, ma façon de me faire, c'est que je me disais, s'il y a quelqu'un qui paraît mal et que les autres paraissent bien, ben là, on a envie de peut-être faire du cibler quelqu'un puis dire que c'est cette personne-là le problème. Mais si tout le monde paraît mal à sa façon, ben on peut accepter qu'il y a peut-être un problème systémique. Tu sais qu'il faut pas juste blâmer les individus. Moi, je suis contre le fait de blâmer juste les individus. Tu sais, je suis pas vraiment à la justice réparatrice dans un système. Tu sais. Puis je l'ai. Je crois vraiment que si, en finissant le livre, on se dit le problème, c'est le personnage de Buddy, mettons. Parce qu'on n'a pas. J'ai pas réussi ma job d'écrivaine parce que moi, je voulais vraiment montrer les problèmes, que les choses à changer idéalement sont dans les relations entre tout le monde. Fait que c'est pour Hmm. ça aussi que je voulais que ce soit le plus brutalement honnête, puis que tout le monde paraisse mal, puis que Sacha aussi ait beaucoup de défauts, tu sais. Ben là, ça, il y a des gens qui les ont. Il y a des gens qui les ont vus, il y a des gens qui les ont pas vus, mais moi, j'ai essayé de montrer qu'elle avait beaucoup de misogynie intériorisée, tu sais. Après, c'est mon premier livre, puis il y a plein de choses que j'ai essayé de faire que j'ai pas réussi. Mais c'est ça que j'ai essayé de faire. Failli faire, voulu faire. Ça va, ça fonctionne bien. J'y vais avec la dernière question. En fait, c'est que les étudiants ont remarqué que vous avez fait plusieurs parallèles entre le personnage de Sacha et de sa chienne Luna. Par exemple, avec l'expression chienne et gueule de chienne, est-ce que c'était voulu que Luna devienne le miroir de Sacha et qu'elle véhicule ses émotions? Ouais. Luna, c'est la personne dans le livre qui a le moins de capital social. Euh, c'est la vraie victime dans le livre, tu sais, parce que oui, Sacha va vivre toutes sortes de choses, mais elle peut quand même, elle a un peu plus de libre arbitre, alors qu'un chien, c'est vraiment totalement vulnérable aux humains qui l'entourent. On se donne le droit de vie ou de mort aussi sur les chiens. On se donne le droit de les abuser, de les affamer, de les négliger, de les oublier, de les battre. Euh, c'est vraiment, tu sais, moi, c'est comme quelque chose qui me touche beaucoup parce que je l'ai vu, tu sais, comme, il y a plein de causes touchantes, mais en tout cas, celle-là me touche beaucoup. Puis,
c'est ça, c'est ce parallèle-là entre ne pas avoir de voix, ne pas avoir de pouvoir sur son corps, sur ce que les autres te font, euh, que, que Sacha va vivre une parcelle de ça. Puis aussi, tu sais, de façon très plus superficielle, là, Sacha se fait traiter de bitch. Mais là, le livre il est en français. Fait que c'est chienne, mais tu sais, femelle chien, là, c'est une insulte classique qu'on s'est probablement tous déjà fait dire en tant que femme, euh, j'imagine. Le moins souvent possible, on espère, mais disons qu'on est conscient que ça existe. Très, très intéressant, cette voix. Merci beaucoup, Pierrot, pour les réponses. C'était tout pour les questions à ce sujet, au sujet de ce livre. Avant de passer au prochain bloc, j'ai une question pour tous. C'est la suivante. Votre écriture est-elle influencée par d'autres auteurs ou autrices? Pierrot qui vient de parler d'un auteur qui la touchait mais il peut en avoir d'autres aussi. Peut-être que je me tournerai vers Jean-Christophe Réel. Est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice ou des auteurs, des autrices qui sont des influences importantes dans votre démarche? En ce moment, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Euh, c'est une bonne question. C'est une bonne Ben, question, elle n'est pas facile. ce qui me traverse l'esprit, c'est, puis je suis loin de ça, là, très loin, là, mais tu sais, comme il y a une espèce de Albert Camus m'a toujours un peu fasciné avec les trajets, avec sinon, je sais pas, en même temps, qui m'influence, tu sais, en ce moment, je lis des Gaston Lagaffe, est-ce que Franklin m'influence peut-être, je sais pas. Euh, je lis aussi beaucoup de poésie, Myriam Clich, mais encore là, est-ce que ça m'influence? Je sais pas. En ce moment, c'est parce que je lis pas beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de livres. Mais ouais, c'est ça, ma réponse. C'est une bonne réponse. Je pense qu'on est toujours un peu façonné par nos lectures, mais il y aurait peut-être eu un Absolument. ou certains auteurs qui auraient pu être plus marquants dans votre démarche. Je me tourne maintenant vers Michaela Nicole. De votre côté, est-ce que... Ah, moi, je prends Louis. Ah, mon Dieu, il y a tellement de noms en même temps. Moi, regarde, je vais avoir une loterie. Louis Daniel, est-ce qu'il y a des influences en particulier dans votre démarche? Ben oui, ben il y en a plusieurs, puis il y en a que j'ai cités un peu dans le livre, là, c'est-à-dire j'ai glissé certains noms comme ça. Ben je sais pas, moi je suis quand même interpellé par beaucoup d'auteurs, d'autrices qui utilisent les mots, la langue un peu pour leur musique, là, pour le rythme que ça peut engendrer. Donc des Samuel Beckett, des Christine Angot, des Marguerite Duras, euh, Hervé Bouchard au Québec, qui a été quand même assez marquant pour moi, cette lecture-là. Puis, il y a Hervé Guibert que j'ai cité aussi dans le livre pour son rapport à l'autofiction. Puis, au moment où j'écrivais Le Compte est bon, j'étais en train de découvrir l'œuvre de Madeleine Gagnon, qui est une poète québécoise dont on n'entend pas beaucoup parler aujourd'hui, mais qui a eu une importance à l'UQAM, à sa fondation, où je suis professeur maintenant, qui a fait partie des premières professeurs, puis qui enseignait à la fois le féminisme, la psychanalyse, la création littéraire, qui a travaillé à faire entrer la création littéraire à l'université. Puis, je me découvrais une sorte de filiation avec cette femme-là que je connaissais pas, qui avait comme des intérêts communs. Puis quand j'écrivais Le Compte est bon, j'étais vraiment plongé là-dedans. Puis j'ai un peu essayé de glisser ces mots. J'ai mis un poème à la fin, une espèce d'exergue inversé où il y a un poème sur la mer. Donc, bon, c'est les références qui me viennent pour le moment. Ouais. Spontanément comme ça, une petite dizaine. Je vais les faire, c'est pas facile d'en choisir un. Je vais demander à l'algorithme technologique de me dire qui est la prochaine personne. Donc, Pierrot, mis à part, là, j'ai un blanc sur. Quel était Euh, l'auteur tout à l'heure qui était cité? J'avais nommé Bukowski parce que Bukowski? Ouais. c'est avec lui que j'ai découvert le réalisme sale, qui est un courant que je sais même pas s'il s'est déjà revendiqué de faire ça, mais moi, je trouve qu'il fait ça, tu sais. Puis après, dans les autres, mais en fait, les autrices de ma maison, tu sais, les autrices qui m'ont fait découvrir le Cartanier, c'est Stéphanie Clermont, puis Geneviève Peterson, fait que La déesse des mouches à feu, puis Le jeu de la musique. Puis c'était vraiment, tu sais, je lisais ça, puis j'étais comme, est-ce que s'ils publient ça, ce monde-là, il pourrait vouloir publier mes affaires. Puis genre, je tripais vraiment, là. Puis tu sais, Stéphanie Clermont,
je me souviens, je recopiais des passages au complet de trucs qu'elle avait écrits, puis j'étais comme, c'est moi qui aurais dû écrire ça, genre, c'est tellement fucking bon, mais je me suis déjà sentie exactement comme ça. Puis je suis vraiment contente que maintenant, ces personnes-là sont, ben, en tout cas, plus Stéphanie, parce que Geneviève, on la voit pas, là, elle est plus au Cartanier, mais de publier à la même place que ces personnes-là que j'ai vraiment admirées, pour moi, c'est comme, c'est un peu miraculeux, là. Je me suis pas encore habituée à ça. Mais pour les étudiantes qui écoutent et étudiants, pour vrai, le jeu de la musique de Stéphanie Clermont, c'est vraiment sa coche. Je vous le conseille. On prend des notes. Merci, Pierrot. Sinon, Michaela, on est rendu là finalement après avoir fait le tour. De votre côté, comment est-ce qu'il y a des auteurs, des autrices qui vous influencent dans votre écriture? C'est une question que je trouve vraiment difficile en général, parce qu'on a tendance à penser qu'est-ce qui nous inspire, puis là, on pense tout de suite à qu'est-ce qui ressemble, tu sais, mais c'est pas nécessairement Ouais. comme ça que ça fonctionne pour moi. Puis je pense que oui, il y a plein d'autrices, d'auteurs qui m'inspirent ou qui m'influencent, mais je pense que je m'inspire beaucoup de mes amis qui sont pas auteurs, autrices, en fait autrices, parce que je pense que comme 90% de ma démarche, c'est d'essayer de comme créer des récits qui se passent dans une intériorité, mettons qu'on va dire de femme, mais sans être dans la féminité nécessairement. Donc, c'est vraiment comme dans l'expérience quotidienne de, par exemple, dans la mise en forme de circuler en tant que femme. Donc, Mhm. je m'inspire beaucoup plus de nos conversations puis de nos sentiments partagés que de choses que j'ai lues ailleurs. Intéressant, très intéressant. Ça m'amène à notre bloc à nous de questions des étudiants et étudiantes pour vous. Donc, sur livre mise en forme, d'ailleurs, c'est la première question. Comment le sujet de mise en forme, de la mise en forme, en fait, s'est imposé comme étant le filon principal du livre? Ben, c'est vraiment partie de ma vie. C'est un livre qui est autobiographique. On parlait tantôt de retrouver les premiers documents Word de nos écrits, mais moi, c'était mon journal. Fait que ça a été quand même Hmm. facile de ce point de vue-là. Et Donc, daté. pardon, et Un daté. journal, c'est aussi daté, ça aide. Oui, exactement. Donc, je me suis quand même rendu compte là, par moi-même que je m'entraînais beaucoup, de plus en plus. Et plus j'étais dans un épisode dépressif ou dans une phase difficile, plus cette fréquence-là augmentait. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment interloquée. Puis je me suis comme donné le défi de répondre à la question pourquoi. Puis est-ce que ça me nuit ou ça me m'aide, mais on va dire aider plus dans le sens de tenir la tête hors de l'eau, là, tu sais, plus en mode survie. Puis j'essayais, Oui, c'est à ça que j'ai voulu répondre en fait. Puis c'était vraiment comme la quête principale qui a lancé mon projet. très, très intéressant. La prochaine question est une question en vidéo. On va faire une prise de jeu en espérant que le son suive, sinon je la poserai ensuite. Elle vient de Dounia Nawel Lajar du collège Montmorency. Dans Mise en Dans Mise en forme, vous vous montrez particulièrement vulnérable en dévoilant sur papier des émotions et des sentiments très intimes. Où avez-vous trouvé le courage de le faire? Alors, on a donc rencontré l'image et la question qui était posée était, dans Mise en forme, vous vous montrez particulièrement vulnérable en dévoilant sur papier des émotions et des sentiments très intimes. Où avez-vous trouvé le courage de le faire? Ah ben, je l'ai pas trouvé le courage. Tu sais, moi, je suis vraiment ce que tu disais tantôt, Pierrot, tu sais, c'est que moi, je crois vraiment que à la littérature nécessaire, ou en tout cas à une pratique littéraire nécessaire. C'est-à-dire que je me suis beaucoup précarisée, autant mentalement que financièrement, pour faire ce livre-là. Tu sais, ça a été très long dans mon cas, puis, mais c'était comme une espèce de quelque chose qui me poussait de l'avant, où je voulais vraiment répondre à cette question-là. Puis ça demandait aussi que je sois honnête envers mes Mhm. sentiments puis mes pensées de cette période-là pour essayer de reconstruire qu'est-ce qui nous amène à poser les gestes qu'on pose, dans mon cas, m'entraîner dans ce temps-là. Donc,
Mais tu sais, ça m'a vraiment empêché de dormir pendant très longtemps. L'idée que quelqu'un allait lire ça. Aujourd'hui, je suis plus dans la phase déni, tu sais, mais puisque c'est déjà arrivé, mais en même temps, tu sais, je suis contente parce qu'il y a eu des bonnes retombées pour moi. J'ai reçu plein de messages de femmes aussi et d'hommes qui se sont reconnus là-dedans, puis c'est pour ça qu'on le fait, tu sais. Mais le Mhm. courage, est-ce que je l'ai trouvé? Tu sais, j'ai juste écrit, envoyé, publié en me disant que c'était la chose à faire. C'est un peu une nécessité, là. Ça devient un peu une nécessité sans se questionner sur est-ce que c'est la bonne chose pour moi. Ben, c'est une idée, ouais, c'est comme une idée un peu impérative, tu sais, on va jusqu'au bout, puis c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, mais tu sais, ça m'a travaillé, j'ai pas été en paix avec cette décision-là. Ça a quand même mené à un bel endroit, en tout cas dans ce cas-ci pour le livre. La prochaine question est la suivante. Votre livre questionne la quête perpétuelle et malsaine de la beauté, tout en abordant la violence faite aux femmes. Comment êtes-vous parvenu à tisser ce lien entre la beauté et la violence? Ben, pour moi, c'est une évidence, c'est une ligne qui va vraiment ensemble, mais bon, dans les façons de se rendre belle, disons, tu sais, il y a beaucoup de choses qui est dans la privation, dans même le surentraînement, la blessure physique. Bon, il y a toute cette partie-là. Mais disons, la partie qui m'intéressait le plus, c'est de constater que pour moi, ça avait toujours été être une femme. J'avais appris que c'était soit performer une beauté physique ou soit la violence qu'on subit. Que ce soit les féminicides dont on parle beaucoup, la possibilité de disparaître en allant chercher du lait au coin de la rue, tu sais, toutes ces choses-là qui m'habitaient puis tu sais, qu'on m'a toujours brandi le spectre un peu devant les yeux que d'être, de pas correspondre aux standards de beauté, il y avait un danger d'exclusion. Et en même temps, de vivre une vie libre, il y a un danger de mort, de disparition. Donc, c'était comme un peu vraiment les deux façons dont ça s'est construit dans ma tête, qui donnait un portrait de la féminité pas très joyeux et pas très reluisant. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose, tu sais, j'ai pas eu à chercher loin parce que c'était comme ça que je me suis construite en je sais pas, de ma psyché de féminité, disons. Puis, je suis remontée très loin dans mon enfance pour voir comment ces deux choses-là étaient apparues. Autant les standards de beauté des années 2000 et les femmes qui sont disparues quand moi j'étais jeune, celles dont on parlait à la Mhm. télé. Donc, c'est ça, de cette façon-là. Intéressant. Une prochaine question. Dans le chapitre La fosse, vous écrivez que la beauté est un territoire où l'on flirte avec la disparition pour apparaître. Pourriez-vous expliquer cette dualité? Ben oui, je pourrais. Il y a deux façons, selon moi, dont on disparaît. Bon, avec la beauté, tu sais, c'est ce que je reviens à ce que je disais avec la privation, surtout dans le standard de beauté qu'on avait, ben, qui existe encore, mais qui était très, très, très présent dans le début des années 2000, fin 90, qui était la minceur maladive. Dans le fond, ce qu'on nous vendait, c'était un corps qui était malade. Donc, en développant nous-mêmes des mécanismes pour atteindre cette maladie-là, en voulant être belle, qui était, bon, l'anorexie ou la boulimie, bref, tout le spectre des troubles alimentaires, ben, c'est une pratique qu'on va développer pour apparaître dans les yeux des autres, mais on se fait disparaître. C'est pas juste physiquement, mais on s'impose vraiment Mhm. une maladie, tu sais. Donc, il y avait ça que je trouve vraiment parlant. Bon, c'est dans les années où moi, j'ai appris, tu sais, c'était quoi les codes de la féminité aussi. C'est pas 5 ans de body positive dans l'espace public qui font changer, tu sais, 30 ans de se faire dire ça. Donc, Mhm. euh, puis le reste, ben, c'est tout. Tu sais, je veux dire, tant qu'on essaie de rentrer dans ce petit moule-là qui est quand même assez serré, ben, c'est sûr qu'on n'est pas libre, puis on vit pas. Tu sais, en fait, on se réduit au minimum. Donc, Mhm. mais ça nous fait apparaître en même temps quand on réussit. Donc,
c'est ce qui fait aussi qu'il est difficile de s'en sortir. Puis je pense que c'est justement tu sais, en étant plus distanciée de ça que j'ai réussi à écrire le livre, mais ça a pris justement que j'apprenne à apparaître d'autres façons. On aime cette conclusion. Ça fait beaucoup réfléchir, en tout cas, certainement, dans mon cas. Prochaine question, une dernière question vidéo qui nous provient directement de la France. Bonjour, je m'appelle Théa Guévenoux. Et moi, je m'appelle Émile Gostine. Nous venons du lycée français La Providence à Amiens. Et voici notre question portant sur l'œuvre Mise en forme de Michaela Nicole. Pensez-vous qu'à travers votre roman, vous avez aidé des femmes à s'émanciper des standards de beauté féminins? Merci. Hmm. Ben moi, j'ai bien entendu, donc c'est Ouais. une bonne question. Avec le roman, vous avez aidé des femmes à s'émanciper des standards de beauté féminin? C'est une bonne question. J'ai pas cette prétention-là. Je pense que c'est le fun de se conscientiser, tu sais, puis de réfléchir à nos mécanismes mentaux. Tu sais, s'il y en a une qui me dit qu'elle a réussi à s'en sortir à cause de mon livre, textez-moi immédiatement. Tu sais, je veux. Je serais vraiment, tu sais, contente, mais en même temps, je trouve que c'est un vraiment long cheminement qui est très personnel. Puis qui Ouais. arrive aussi avec l'âge un peu, tu sais, mais malheureusement, il y a comme quelque chose qui se fait un peu de soi aussi avec le temps. Mais, Mhm. mais tu sais, je pense qu'au moins, ça fait partie pour moi, en tout cas, de créer une expérience féminine dans la littérature où on a accès à une intériorité puis une perception dans les yeux d'un corps féminin. Puis c'est ça, peut-être que les gens vont, en tout cas, si ça réussit à faire germer le sentiment de colère, peut-être qu'il serait la première étape, ça pourrait être le fun. Ça pourrait être le fun. Un peu de colère, ça pourrait être le fun pour finir. Certainement, en tout cas, de prendre conscience de cette réalité-là puis des parallèles qu'on peut faire entre les deux. Merci beaucoup, Michaela, pour ces réponses éclairantes. Merci. J'enchaîne avec Louis-Daniel Godin pour la suite des questions. Donc, Le Compte est bon, c'est le livre qui vous a fait vous démarquer pour le prix littéraire des collégiens et collégiennes. Je me lance avec la première question d'un étudiant ou d'une étudiante qui est celle-ci. Dès le premier chapitre, ce sont les chiffres qui mènent l'histoire et qui donnent un rythme à la lecture. Pourquoi était-il important pour vous de faire place aux chiffres tout au long de votre roman? Oui, ben, je dirais que pour moi, cette espèce de structure avec les chiffres là, que j'ai trouvé Mhm. m'a permis c'est-à-dire de me lancer dans l'écriture. C'est-à-dire, je radotais, je ressassais des histoires comme ça dans lesquelles je voyais un certain potentiel romanesque parfois. Puis là, je trouvais pas la forme pour écrire ce livre. Puis là, à un certain moment, j'ai vu comme une espèce de corrélation, c'est-à-dire des petits souvenirs comme ça qui font trace, qui me restent à la mémoire sont liés à des montants d'argent, à des chiffres, à des âges. Puis là, j'ai vu ça, puis j'ai comme eu cette idée de faire un livre qui défrait un peu l'ordre chronologique habituel. Donc là, c'est un ordre Ouais. croissant. Les chapitres ne sont pas placés en ordre chronologique, donc c'est des plus petits chiffres jusqu'aux plus gros chiffres. Il y a quand même un ordre chronologique qui se dessine, évidemment, parce que les gros chiffres, c'est les chiffres de l'âge adulte. Donc, on passe quand même dans les souvenirs d'enfance au départ. Puis, pour moi, je ne sais pas, la question, c'était comment j'ai trouvé ça ou Euh, pour- qu'est-ce que ça a Pourquoi permis. c'est important de faire place Ouais. aux chiffres dans le roman? Ouais, ben là, une réponse, mettons, qui me vient en ce moment, pourquoi c'est important? Ben, parce que ça défait un peu l'idée que l'histoire serait faite avec un début, un milieu, une fin. Tu sais, on s'en rend compte quand on est obsédé par quelque chose qu'on a vécu, c'est le temps de la mémoire, c'est celui de la répétition. Le passé, des fois, il passe pas. Donc, j'ai trouvé comme une espèce de formule qui défait un peu la chronologie habituelle de l'autobiographie pour essayer qu'on pense à ça, comme qu'est-ce qui passe pas, puis qui revient comme ça, qui nous taraude. Donc, la structure avec les chiffres, ça m'a permis ça. Puis ça m'a permis de faire cette espèce de jeu avec compter une histoire, raconter, faire un décompte, compter jusqu'à soi. C'est un peu les équivoques là, comme ça qui m'amusaient avec les jeux de chiffres. Intéressant.
Le compte est bon, dans le compte est bon, pardon, chaque souvenir évoqué est associé à un nombre, que ce soit une date, un âge, un montant dont on vient de parler, qui est ensuite placé en ordre chronologique. À quel moment cette structure, fondée sur les nombres en ordre croissant, s'est-elle imposée? On en a un peu parlé, on a un peu répondu à cette question, mais est-ce que c'est à quel moment dans le processus d'écriture que cette idée-là est apparue? Ben, je dirais que c'est au départ. Il y a vraiment, bon, disons que je pense qu'il y a comme 6 chapitres, 20 là, je pense, 6 ou 7 là, j'ai oublié. Puis ça m'amuse quand même les gens qui me disent que c'est rendu après avoir lu plusieurs chapitres 20 qui réalisent que là, il y a comme une espèce de désordre, mais ça prend du temps avant de s'en rendre compte. Donc, je pense qu'il y a un des chapitres 20 qui est comme celui du 20 $ disparu dans la sacoche de la mère. Je pense que c'est peut-être celui-là le premier souvenir que je me suis amusé plutôt à écrire. Puis après, c'est vraiment au tout début, c'est-à-dire il y a peut-être une scène, 2 scènes, puis là, comme je me suis fait une liste avec des idées de scènes, puis je me suis mis à les écrire dans l'ordre croissant que j'avais développé. Puis c'est vraiment au tout début. Puis en fait, je suis assez content parce que ça crée des genres de rencontres un peu inattendues entre des souvenirs qu'on met jamais côte à côte. Puis Hmm. donc c'est vraiment au tout début du processus parce que je pense que sans ça, j'aurais pas pu écrire ce livre-là. Tu sais. C'est-à-dire pour moi, il fallait que la forme prenne une importance. Il fallait que ça vienne cadrer les histoires. C'est comme plus important pour moi parfois la forme que le contenu. Tu sais, je parlais tout à l'heure de musique, je me suis beaucoup amusé avec le rythme des phrases. Je voulais qu'il y ait quelque chose comme une espèce de trance parfois, comme la musique techno, là, tu sais, il y a vraiment quelque chose pour moi qui est Mhm. important là-dedans. Dans le rythme du livre, on sent ça avec des fois la ponctuation, les longues phrases aussi. C'est intéressant. Je poursuis avec la prochaine question. À travers votre livre, les lecteurs et lectrices plongent dans votre intimité, vos souvenirs et vos anecdotes personnelles. Était-il difficile, voire sensible par moments, d'explorer votre passé, votre enfance? Lors du processus d'écriture, comment le choix des souvenirs à raconter s'est-il fait? Oui, c'est une bonne question. Un peu comme Michaela le disait tout à l'heure, moi, c'est pas du tout la même gravité d'événements puis d'histoires racontées, mais quand même, quand j'écrivais, j'avais l'impression parfois de pelleter en avant un problème qui est celui de la publication puis la mise à découvert des histoires racontées. Donc ça, en effet, ça m'a quand même habité dans l'écriture. En même temps, il y a comme, je disais que la forme est importante pour moi. Tu sais, moi, je traficote, là, c'est-à-dire, oui, les scènes de la vie intime, c'est un peu la base du livre, mais en même temps, parfois, ça part en vrille parce que là, je m'amuse avec la scène, je la transforme, je la vire à l'envers. Donc, il y a un jeu qui me donnait un espace pour écrire. Puis le jeu, il est dans les pronoms notamment. Je me suis rendu compte que c'était difficile de raconter une scène honteuse ou gênante en utilisant le je, parce que là, tout à coup, quand on dit je, on est pris dans la scène, une colle au visage. Puis là, je me dis, ah, ben avec le il y a comme une distance qui permet au truc de s'écrire. Là, parfois, il y a le on, Mhm. terme intermédiaire. Donc, les mots m'ont beaucoup aidé. Les mots m'ont aidé à raconter. Donc, ça m'a aidé. Puis aussi, disons, c'est toujours de mettre en doute les souvenirs. Tu sais, c'est-à-dire donner le bénéfice du doute, reprendre une scène avec plusieurs versions. Pour moi, c'est finalement en mettant plusieurs versions devant les yeux, mais on ne sait pas laquelle est la vraie. Puis je m'amuse un peu à déplacer souvent la frontière entre la réalité et la fiction selon avec qui je parle du livre. Donc, moi, c'est ça. Ça m'a aidé à gérer la question de l'intimité. Parce que ce livre-là, je ne le pense pas du tout comme un témoignage. Pour moi, le jeu d'écriture vient prendre le dessus, puis ça, c'est ça qui a permis l'écriture. Ouais. C'est, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, cette explication-là répond à la prochaine question que je pense qu'il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui ont relevé cette notion-là. Je la pose juste pour la forme, là, mais dans votre roman, la narration est en grande partie à la troisième personne du singulier. Même si les souvenirs racontés sont d'ordre personnel, le je ne parvient jamais vraiment à prendre forme, reflétant ici l'impossibilité de devenir soi. Pourquoi souhaitez-vous créer cette distance entre le personnage principal et son passé? Donc, ça avait été relevé. Ouais, mais je peux tout à fait répondre encore. D'ailleurs, c'est drôle quand on a
rédigé la quatrième de couverture. Bon, là, ça se termine avec l'impossibilité, comme un livre sur l'impossibilité de devenir soi. Puis la première version disait un livre sur le devenir soi. Puis là, j'étais pas sûr. Je me disais, il me semble que c'est pas un livre sur le devenir soi parce que pour moi, quand je dis le conte est bon, c'est comme un peu un fantasme, l'idée qu'on pourrait être soi-même. Pour moi, on peut jamais être tout à fait soi-même parce qu'on est à la fois, on est le soi du présent, le soi du passé, on est le conscient et l'inconscient, on est soi-même et les autres en soi, tu sais, on est toutes sortes de choses. Puis, pour Mhm. moi, c'est important de dire il, justement, parce que l'enfant, c'est plus tout à fait soi-même. Puis en avançant justement en avançant dans le temps, puis en racontant des scènes qui étaient de plus en plus proches de moi, ben, je réalisais que le il fonctionnait plus. Donc là, je me suis mis à utiliser le on. Puis il y a comme cette idée, le jeu apparaît quand même. Il apparaît de temps en temps dans l'écriture pour parler du fait que quelqu'un est en train d'écrire le livre, donc le jeu qui pousse le Mhm. pousse-mine. Mais il apparaît quand même à la fin comme une espèce là, c'est pas un spoiler, je pense que tout le monde l'a lu. Il apparaît quand même Peut-être pas pour tout le monde. parler d'un héritage, qui est l'héritage maternel finalement, qui est un peu l'idée que ce jeu-là, il s'est construit aussi dans et par la parole de la mère, un jeu qui s'est laissé porter par les discours de la mère et qui a fini par trouver son style. C'est-à-dire, le conte est peut-être pas tout à fait bon, on n'est pas tout à fait soi, mais en même temps, on parle, on a hérité de quelque chose, puis donc il y avait quand même ce jeu qui apparaît à la fin, puis qui s'adresse à un tu, qui s'adresse à la mère pour lui dire quelle est non pas la chair de sa chair, parce qu'il est question d'adoption dans le livre, mais la chair de ses mots. Le fait qu'il y a un héritage dans le langage, dans les récits, voilà. C'est très, très intéressant tout ça, ces parallèles-là qu'on peut faire en plus. Et ben, pour le rythme, au niveau du rythme aussi, ça affecte beaucoup le livre dans le bon sens du terme. Donc, ben, merci pour ces éclaircissements-là. Je pense qu'il y a plein d'étudiants et étudiantes qui sont contents d'avoir eu ces explications, Louis-Daniel Godin. Je poursuis avec une question pour tous, puisque nous sommes toujours tous ensemble, à l'exception d'Éric Chacour qui nous a quittés ce soir. Une question rapide qui ne doit pas être si facile à répondre, mais je me lance quand même. C'est une question des étudiants, étudiantes, et se posent et se demandent en fait. Il est normal de rencontrer des obstacles ou des embûches. Oui, on le confirme. Ils font partie du voyage créatif vers l'achèvement d'une œuvre. Est-ce que vous en avez rencontré beaucoup pendant l'écriture de vos romans? Et si oui, comment vous les avez surmontés? Je sais que c'est une grande, grande question, mais disons, si on essayait de résumer cette idée-là, comment vous surmontez vos moments de doute ou d'embûche? Je commencerai peut-être avec Louis-Daniel, pourquoi pas, qui vient de parler. Non, je sais, j'étais avec Emmanuel. Bon, peu importe, on reste avec ça. Je m'excuse, il y a un petit décalage au niveau des écrans. Donc, désolé, Pierre, on reviendra. Louis-Daniel, donc, comment on surmonte les embûches? Ouais, j'essaie de penser aux embûches dans l'écriture. Disons que ce qui m'a travaillé beaucoup, c'est ce qu'on a, le travail éditorial avec ma maison d'édition était beaucoup orienté autour du style. C'est-à-dire qu'en effet, moi, écrire ce livre-là, tu sais, je parlais de la répétition, j'en ai parlé tout à l'heure. Je voulais. C'est-à-dire, je sais que c'est un pari, un pari esthétique, là, c'est-à-dire ressasser, répéter, pour essayer de créer une espèce d'effet d'hypnose qui peut advenir et qui advient, je pense, pour plusieurs personnes, qui parfois advient pas. C'est ça le pari. Donc, moi, disons, l'embûche, c'était essayer de rendre ça le plus efficace possible. Tu sais, c'est-à-dire, il y a comme ce premier jet à la main en écriture automatique, Mm. se lancer, prendre le risque de l'écriture, écrire sans s'arrêter, même quand on n'a plus rien à dire, pour voir qu'est-ce qui va émerger de nouveau, auquel j'aurais pas pensé auparavant. Finalement, peut-être quelque chose de nouveau qui me plaît pas tout à fait sur moi-même, mais que je vais prendre le Mhm. risque d'écrire. Donc là, ça engendrait cette espèce de rythme-là. Puis c'est peut-être pas des embûches, mais le défi d'écriture, c'était de rendre Oui. ça audible, rendre ça plaisant, intelligible. Donc, ça impliquait
euh, un jeu sur la ponctuation? Est-ce que parfois on enlève, mon éditeur m'a suivi dans le projet, là, des fois il me dit enlève des points, là. Crée une espèce d'émotion là, liée au fait qu'on est pris dans le tordeur, tu sais. Puis des fois, Mhm. ben, il faut en rajouter des points pour que là, on ait comme un accès peut-être de façon un peu plus posée à des idées, des pensées. Donc, moi, quand je pense à mon livre, je pense beaucoup à ça, qui m'a occupé dans l'écriture. Puis après, ben, la question éthique, peut-être, qui m'a habité beaucoup, c'est-à-dire essayer de... Bon, je pensais aux gens qui sont mis en scène, même s'ils sont transformés, je disais traficotés tout à l'heure dans l'écriture, ben, j'y pensais. Mhm. J'y pensais, puis euh, ce qui c'est, tu sais, pour moi, en fait, je pense que j'ai dit tout à l'heure, c'était de donner le bénéfice du doute, ben, c'est toujours mettre en doute les souvenirs, les événements pour finalement défaire la version qui est la mienne pour essayer de voir, ben, peut-être que ça faisait mon affaire pendant 30 ans de penser que ça s'est passé comme ça, mais peut-être que ça s'est pas Ouais. passé tout à fait comme ça, puis de toute façon, on le saura jamais parce qu'on n'a jamais accès aux événements comme tels. C'est ça un peu, Mhm. c'est perdu. C'est, une chose est vécue, on y repense, c'est tout à fait perdu, on n'a jamais accès au réel, puis pour moi, c'est ce que la littérature peut faire, c'est Mais donc, voilà, c'est les questions qui m'ont habité beaucoup dans l'écriture. Hmm. Hmm. Intéressant. Pierrot, de votre côté, on va revenir à l'écran principal de tout à l'heure. Donc, au niveau des embûches ou des difficultés d'écriture, comment vous les avez surmontées? Euh, ben, je faisais beaucoup d'insomnie, puis je stressais beaucoup sur ce que j'allais dire d'une communauté parce que le livre, ça passe au Yukon, dans une petite communauté. Puis, je voulais dire toute la vérité sur, tu sais, je veux dire, c'est une fiction, là, mais je voulais pas embellir rien. Puis, j'avais peur à un moment donné de comment ça allait être reçu. Puis j'ai parlé un petit peu avec Catherine Dorion, puis elle a eu le même dilemme parce que, tu sais, ses valeurs sont de gauche, puis là, elle va aller critiquer un sous-groupe de gauche, puis dans ces moments-là, tu sais, c'est sûr que tu as un dilemme éthique, tu es comme, mais mes valeurs fondamentales euh, seraient à l'encontre de dire quoi que ce soit qui est négatif sur des gens qui ont les mêmes causes que moi, mais en même temps, Mhm. la vérité aussi, c'est une valeur, puis je pense que si tu veux faire de l'art, il faut pas que tu sois trop mais tu sais, comme de la littérature, là, j'ai voulu écrire une histoire qui était complexe, tu sais, puis j'ai espéré en l'écrivant que le message, ce serait pas vous voyez, les gens de gauche, c'est toute de la merde, soyez de droite. Parce que c'est comme. Mhm. Euh, fait il y avait beaucoup de réflexions, puis j'étais contente d'avoir mes éditeurs avec moi pour qu'on puisse discuter de ces choses-là. Euh, Mhm. mais puis aussi, je veux juste faire un lien avec ce que Louis Daniel a dit. À chaque fois que je faisais de la réécriture, j'écrivais comme. C'était à partir de la 7e page que ce que je disais, ça pouvait être pertinent, mais les 7 premières pages, c'était comme tout ce qu'il fallait sortir de pas pertinent pour se rendre dans quelque chose de genre, ah là, c'est nice. Puis le nombre de fois que j'ai eu l'impression d'écrire en me disant, j'écris, mais j'ai rien à dire. Puis c'est comme si je déjouais mon cerveau à sortir tous les clichés ou les zones de confort ou les choses qu'il y aurait envie de dire parce que c'est plus facile de dire ça. Puis là, quand toutes les choses faciles, confortables sont sorties, là, on rentrait dans la honte puis dans les vérités qui sont dures à affronter. Puis finalement, c'est ça qui fait du matériel le fun à travailler avec. C'est très intéressant, effectivement. Ça n'a pas l'air toujours facile, mais ça me fait penser un peu à l'or, là, tu sais, qu'on prend avec dans le ruisseau, là, puis les pépites d'or, ils sortent vraiment après avoir brassé une coupe de coups, là. Ça me Ouais, fait penser à ça. exactement. C'est du gold pan. C'est ça, un petit tri, là. Michaela, Nicole, les embûches, comment on surmonte ça de votre côté? Euh, je sais pas parce que non, mais moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que quand ça marche plus, il faut que j'arrête pendant un certain temps parce que il y a comme quelque chose du casse-tête aussi, à un moment donné, qui commence à arriver. Puis c'est comme quand je fais
petit Scrabble dans mon application Scrabble. Quand je trouve rien, tu sais, je peux, comme ça sert à rien de le regarder puis ça marche pas. Puis moi, ça devient très obsessif quand je vais ouvrir mon manuscrit sur mon cell, tu sais, dans le métro, tu sais, puis là, il y a comme 130 pages sur un petit écran de vieux téléphone, puis là, j'essaie ouais, c'est ça, tu sais, de voir. Puis quand je suis dans cette zone-là, c'est que ça peut juste plus marcher, puis il faut comme que j'attende un certain temps pour comme revoir pour la première fois. Ben, c'est cliché, là, c'est pas pour la première fois, là, mais tu sais, le revoir en tout cas à tête reposée, puis sortir de l'espèce d'obsession que ça crée. Tu sais, avec Mhm. les enfants, il y avait tellement de fragments à mettre ensemble, alterner la théorie avec le récit, parce que c'est quand même un essai principalement. Donc, il y avait des bouts narratifs, des bouts qui sont vraiment des références, des citations et tout ça. Puis, des fois, j'avais toutes ces petites citations-là à coller ensemble, mais je n'étais plus capable de me rendre au point final que j'avais prévu depuis longtemps, ou en tout cas de servir le point que je voulais démontrer. Donc, c'est vraiment de le poser puis d'un peu passer à autre chose. Tu sais, ce que nos pratiques de l'écriture permettent plus ou moins, parce que c'est rare qu'on a du temps infini pour travailler sur un projet. Tu sais, moi, Mhm. par exemple, j'ai commencé à travailler à temps partiel pour pouvoir écrire ce livre-là, mais à un moment donné, il y a des impératifs économiques qui embarquent. Puis, tu sais, c'est comme on n'a pas tendance à faire des pauses, puis on veut voir ça comme un travail où on continue, tu sais, de la même manière à chaque jour, mais pour moi, c'est sûr que ça fonctionne pas. Ça bascule plus du point de vue, du côté de l'obsession, puis je peux pas comme performer, là, en gros guillemets, dans ce temps-là. Donc, Mhm. pour moi, c'est vraiment comme d'arrêter et de croiser les doigts pour la suite. Intéressant, intéressant. Laissez ça décanter un peu, là, comme le vin. Jean-Christophe Réel, de votre côté, est-ce que les embûches sont surmontables? Et si oui, comment on les affronte? Moi, il y avait deux points. C'est le réalisme des maladies que j'abordais avec la schizophrénie de Guillaume, puis avec le cancer Mhm. du père de Sylvain. Mais ma famille n'a jamais vécu de cancer, mon père n'a jamais vécu de cancer, j'ai pas de frère, moi, j'ai une petite sœur. Je suis pas proche de gens schizophrènes, j'en ai rencontré par contre pour ça. Fait que moi, c'est sûr que les difficultés, ce serait plus au niveau du réalisme Mm. par rapport au personnage, de ce qu'il traverse. Ensuite, ben Louis veut être humoriste, fait qu'il y a tout l'aspect blague. Moi, je suis vraiment pas un humoriste, là. Je pense pas que je suis quelqu'un de très drôle dans la vie. Mais j'ai dû essayer d'écrire des blagues. Puis ça a été un défi quand même pour finalement réaliser que les blagues sont pas tellement bonnes finalement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tout n'est pas vraiment drôle, puis la blague du siècle, c'est plus dans le fond, dans l'anecdotique, dans la vie, dans ce qui se passe dans la vie des personnages, et non pas sur le stage, Mm. mais à l'extérieur de la scène. Ouais. Mais c'est quand même un sacré défi de faire des bonnes blagues et à l'écrit, il n'y a pas la voix, l'intonation, la livraison, le rythme non Ouais, plus. ben c'est ça, je voulais comme pas nécessairement faire un livre à la Gilles Latulippe, là. Je voulais comme que ça soit vivant, je voulais que ce soit qu'on sente un peu dans l'effervescence du bar, puis des gens qui boivent, qui crient, qui rient, ou à l'inverse, qui trouvent pas ça drôle pantoute, tu sais. Dans Mhm. le silence total, puis t'attends. Fait que, ouais, c'est ça, c'est ma réponse. C'est ça, c'est une bonne réponse, mais ça m'amène justement à me lancer dans les questions des étudiants pour vous, Jean-Christophe Riel. Donc, la blague du siècle, vous venez d'en parler un peu, mais quelle a été votre inspiration principale pour écrire ce roman? Y a-t-il des éléments de votre propre vie, des personnes que vous côtoyez ou même des expériences personnelles qui ont influencé sa création? Non, c'est ça, je suis reparti vraiment à neuf. J'ai pas vécu ce que les personnages ont vécu. Je me suis créé une famille
des situations et ça a été vraiment le fun, mais ça a été tout un défi parce que, tu sais, c'est ça, c'est quand tu vis pas des situations puis il faut que tu les inventes. Toujours une question de est-ce qu'ils vont y croire assez? Ouais. Ben, les commentaires que j'ai eus, les quelques commentaires que j'ai eus, c'est que oui, tu sais, ils ont cru à ça, ils ont embarqué, ils pensent que Guillaume existe, ils pensent que Sylvain existe, ils pensent que. Fait que c'est un des plus beaux commentaires qu'on peut me faire, en fait, de croire à ces personnages inventés. Fait que c'est ça, ma réponse. C'est encore une bonne réponse. Tout va bien. On continue dans cette veine-là. La prochaine question parle de lieu, en fait. Votre roman se déploie majoritairement à Pointe-aux-Trembles, dans l'est de l'île de Montréal, entre le Tim Hortons et la belle province. Pourquoi avez-vous choisi cet environnement spécifique où évoluent les personnages? À l'époque où je l'ai écrit, j'habitais là, j'habitais proche. Puis un peu comme dans Tatooine, on dirait que j'écris dans les lieux où j'habite, comme proche. Mhm. Fait que là, c'était à Repentigny, la Pointe-aux-Trembles, ça va peut-être être à l'Assomption, je sais pas. Fait que à Pointeau, j'aimais ça, marcher. Puis il y a un côté peut-être un peu pas cinématographique, mais j'aime ça en créer des actions dans de vrais lieux. Mhm. Puis je trouve que ça m'inspire, puis je peux me baser sur des vrais noms de rue, des vrais noms de commerce, tu sais, dans la Tatooine, je l'ai fait avec le Super C. Ouais. C'est ça avec le prix des collégiens. Il y a 2, 3 ans, il y a des gens qui allaient comme ça. Ils faisaient pas un pèlerinage, là, mais ils se rendaient au Super C acheter des bananes, puis j'étais comme, oh my God, vous êtes intense. À Repentigny. Ouais, c'est ça, à Repentigny, il allait comme au Super C, il allait. Puis ici, on peut faire le même exercice avec Pointe-aux-Trembles, là. Tu sais, ben, j'ai pas réinventé la roue, là. Plein d'auteurs, Stephen King, machin, le font. Il y en a des vrais lieux, mais moi, je trouve ça rigolo, là. Ça me fait bien rire de la belle pro, le Tim Hortons sur Sherbrooke, etc. Ouais, ça m'aide à ajouter une touche de. Étant donné que c'est des histoires inventées, je sais pas, de m'accrocher à des lieux qui existent réellement, Ouais. ça m'aide à écrire l'histoire. Puis Tim Hortons puis la belle province, c'est des lieux, c'est des lieux communs dans Oui, c'est ça, l'univers absolument. collectif québécois aussi, là. Oui, oui, oui. La prochaine question provient d'Arnaud Putorti du Collège Montmorency. C'est une question vidéo. On l'écoute. Bonjour, Monsieur Réel. Ma question pour vous est la suivante. Pourquoi était-il important pour vous de discuter du terme de la fraternité dans votre œuvre? Merci. Mhm. C'est une bonne question. J'ai même pas de frère. J'ai même pas de puis ma relation avec mon père, elle est bonne. Comme Louis un peu avec son cancer. Je sais pas, on dirait que tu sais, là, mon prochain roman, j'aborde les sacs de fermières, là. Fait que c'est plein de. En tout Ah cas, bref. oui, on change Ouais, d'univers. ouais, c'est ça. Mais pour ce roman-là, je sais pas, je, je sais pas. Il y avait de quoi qui, tu sais, bon, mon personnage, c'est comme euh, écrit tout seul, Louis. Après, il y a comme le frère schizophrène qui s'est greffé. Puis, je sais pas, ça s'est fait comme ça naturellement. J'ai pas pensé consciemment que je voulais faire ça. Ça s'est fait comme naturellement. Puis, le point de départ aussi à ce truc-là, c'est par rapport à Sylvain et à son cancer. Je voulais aborder aussi un homme âgé qui est malade, qui n'a plus grand-chose dans la vie, mis à part peut-être l'amour. Tu sais, Hmm. c'est ça qui est qui est déstabilisant un peu puis qui fait peur quand on vieillit peut-être, là, c'est cette perte de désir. Est-ce que je vais être désirable? Est-ce que je vais être désiré à nouveau? Même si je Mhm. suis malade, même si j'ai le cancer, même si tout est foutu. Puis j'ai voulu aborder ça avec Sylvain bon, qui est sur Tinder, puis qui essaie encore de pogner, puis qui essaie encore de retrouver un amour. Puis ça fait que je trouvais que la question était intéressante, puis le rapport aussi aux femmes qui venaient le voir à Hmm. l'appartement, même s'il était pas vraiment apte à recevoir tu sais, à recevoir des gens là, pour faire cet exercice de date-là. Là. Mhm. Fait que là, je pense que je m'égare un peu, mais la fratrie, c'est ça,
c'est venu naturellement, on dirait, je sais pas. C'est venu, euh, c'est venu pour lier tout ça, toutes ces idées-là qu'il y avait envie d'être Ouais, puis abordées. tu sais, c'est oui, puis ouais, c'est ça, l'espèce de trio d'hommes un peu brisé, Mhm. puis Louis qui essaie de recoller les morceaux de son frère, de son père, qui essaie de tenir ça à bout de bras, mais qui est comme pas capable, puis ouais, bref. Ouais, il y a beaucoup de beauté puis d'amour dans tout ça, même si c'est un peu Mhm. dysfonctionnel. Prochaine question. Dans votre roman, vous abordez également les thèmes de la précarité et de la maladie, et ce, avec une touche d'humour, sans toutefois tomber dans l'apitoiement et le désespoir. Pourquoi est-ce important pour vous d'explorer ces thématiques de cette façon? L'apitoiement, mais moi je suis pas vraiment apitoiement, là, tu sais, dans Tatooine, personnage afro-squistique, mais je voulais pas entrer parce que je pense que, en tout cas à date, mes deux romans, puis c'est comme, tu sais, si t'enlèves les blagues et puis les moments cocasses, c'est très, très noir, là, c'est très dramatique, c'est très mélodramatique. Bon, le père a le cancer, l'autre est malade, il crache du sang, l'autre, il est schizophrène, il veut tuer tout le monde. Fait que sans l'espèce de légèreté aussi qui vient avec la vie, qui vient avec les blagues. Bon, dans la blague du siècle, Louis s'accroche à l'humour. Il tripe sur les stand-up américains, il tripe sur les stand-up en général, il va en voir dans les bars et tout. Ça Mm. l'aide, l'humour l'aide en fait à passer à travers la vie, puis ses travers, puis je pense que c'est quoi la question en fait? Là? Excuse-moi, je suis un peu fatigué. Pourquoi c'est important d'explorer les thématiques de cette façon-là? Mais je pense que ça répondait quand même au Ouais, fait c'est de ça. Ouais, ok. un équilibre entre humour, lumière, côté un peu Ouais, noir, mais en fait, c'est que là, la réponse s'en allait vers ma prochaine question, qui est la dernière, mais ok. je pense qu'on a commencé à y répondre un peu. Comment vous percevez le rôle de l'humour dans la blague du siècle? Est-ce un aspect important de votre écriture? Et est-ce que ça a représenté un défi de vous imaginer dans la peau d'un humoriste à certains moments? Ah ouais, absolument, parce que je suis pas humoriste, puis je pense que c'est paradoxal parce que je suis pas humoriste, puis je pense pas que je suis capable de raconter de bonnes blagues, mais pour moi, l'humour, c'est un exercice qui m'est vital, en tout cas en ce moment, dans mon processus créatif. C'est-à-dire que si les personnages, si le lecteur, en fait, n'a pas souri une fois dans mon roman, pour moi, c'est un échec total, là, parce que Hmm. à la base, pour moi, je veux divertir. Je veux divertir les gens, je veux qu'il y ait du plaisir. Si ils peuvent avoir des émotions, j'essaie de faire bouger quelque chose en eux. C'est ça mon plus gros défi. Puis je pense que pour les blagues, je pense que je suis capable de faire rire dans des mises en situation. Mhm. Mais quand on arrive sur une scène, puis d'être tout seul devant un micro, dans le silence, qu'il faut qu'il y ait un rire aux 5 secondes, aux 10 secondes, là, c'est comme ouf, ok, ouais, c'est ça le vrai défi de la vie Mhm. quand tu fais ce métier-là. Fait que je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est ça. Absolument. C'est un défi, mais ça a passé par un chemin quand même heureux. C'est ce que je Oui, comprends. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour ces explications-là qui répondent beaucoup à beaucoup de questions. Il en reste une pour vous tous avant que je vous laisse aller. Je termine avec cette question-là qui vous a été posée, qui est qu'est-ce que vous espérez que les lecteurs et les lectrices retiennent après avoir lu votre livre? En quelques instants. Je commencerai avec Louis-Daniel Godin. Ouais, c'est une belle et grande question. Qu'est-ce que Mhm. j'espère qu'on retienne? Ben, peut-être on n'est pas seulement une chose, qu'on peut être plein de choses en même temps, que la mémoire, c'est compliqué, que les souvenirs sont pas toujours fiables, que c'est tu sais, mon livre, c'est ce qui essaie de questionner, c'est-à-dire il y a de la vérité dans le souvenir, elle est peut-être pas là où on le pensait. Mhm. C'est ça, on est beaucoup de choses, puis disons, notre identité, elle commence plus loin qu'on le pense aussi, tu sais. C'est-à-dire, j'ai essayé de parler de ça, là, le fait que
il y a des gens qui ont parlé de nous avant même qu'on existe, puis ça a eu un effet, ça s'est rendu jusqu'à nous. Puis, donc, voilà, c'est ce que j'avais envie c'est ce que j'ai envie De qu'on retienne. transmettre. Ouais. Merci beaucoup pour cette réponse. Michaela, Nicole, de votre côté, qu'est-ce que vous espérez qu'on retienne de mise en forme? Outre le propos, je dirais, Oui. ben, peut-être de toute ma démarche, peut-être la chose qui est la plus importante pour moi, c'est d'essayer de comme développer une tolérance pour des narratrices qui sont imparfaites. On a moins de tolérance pour les personnages de femmes qui sont plus complexes, disons, qui sont pas nécessairement toujours dans le féminisme ou qui sont dans une ambivalence par rapport à leur féminisme encore et qui cheminent là-dedans. Puis de vraiment, c'est une critique que j'ai reçue beaucoup Ah oui. dans mes autres livres aussi. Puis moi, c'est vraiment là-dessus que je travaille. C'est ça qui m'intéresse. Puis c'est ce que j'essaie de transmettre, entre autres. Donc, s'il y avait une chose à retenir, c'est celle-là et tout le contenu du livre aussi. Si on Merci peut. beaucoup, Michaela. Merci pour cette réponse. Jean-Christophe Réel, de votre côté, qu'est-ce que vous espérez que les gens retiennent de la blague du siècle? Ben, c'est d'essayer, je pense, de profiter de la vie le plus possible, de dire aux gens qui sont importants pour nous qu'on les aime. Puis je pense que c'est ça. J'ai pas de grande morale. Je pense jamais quand j'écris un livre. Je veux je veux que ce soit, je veux qu'ils retiennent ça. Tu sais, je pense que les gens retiennent ce qu'ils veulent. Mais ouais, c'est ça. Ben, vouloir profiter de la vie puis que c'est important de dire aux gens qu'on aime ou qu'on les aime, je trouve que c'est une grande belle morale quand même. Merci Jean-Christophe. Je termine le tour de table avec Pierrot. Qu'est-ce qu'on doit retenir en déposant la version qui n'intéresse personne? C'est une question complexe. J'ai essayé d'y penser pendant que les autres répondaient. Bien que j'ai écouté vos réponses, je pense que il y a vraiment deux façons complètement opposées de recevoir ce livre-là. On peut se dire que il faut pas voyager en tant que femme, qu'il faut être prudente, puis qu'il faut se méfier de tout le monde. Mais ce serait pas comme ça que je voudrais qu'on interprète le livre. Je pense que si Sacha était là, elle dirait que tout ce qu'elle a vécu, elle aurait préféré le vivre que ne pas le vivre. Il faut continuer de prendre des risques, il faut continuer de se mettre en danger, il faut continuer de faire confiance, il faut continuer de prendre soin les unes des autres. Si vous êtes des filles et que vous avez des amies filles, prenez soin de ces amitiés-là. Moi, j'ai pas eu vraiment d'amies filles, puis genre, j'ai juste vu ça à la télé, genre, puis je suis comme, est-ce que ça a l'air nice? Genre, avoir comme une gang d'amis filles depuis toujours. Mais, fait que, qu'est-ce que je veux qu'on fasse? Ben, continuez de vous mettre en danger, genre. Ne soyez pas prudents. Et prudents. Ne soyez pas prudente. Très intéressant comme conseil. Très réfléchi. Merci beaucoup, Pierrot, pour cette réponse. Merci à tous. Merci à vous cinq d'avoir été là. J'inclus Éric Chapour qui nous a quittés un peu plus tôt. Merci d'avoir répondu aux questions des étudiants et étudiantes avec autant de générosité. Je vous rappelle que cet entretien-là visait à rencontrer les 5 auteurs-autrices finalistes pour le prix littéraire des collégiens et des collégiennes. Alors, je vous les présente une dernière fois. Louis-Daniel Godin, Michaela Nicole, Emmanuel Pierrot, Jean-Christophe Réel et Éric Chacour. Merci beaucoup à vous 5. Merci. Ah, moi, j'ai une question pour Jessie. Je voulais savoir c'est qui ton humoriste préféré? Il y en a tellement. Mais en ce moment, ben, c'est tellement compliqué. Je m'excuse, ils ont toutes gâché la. Ben non, OK. Ben, attends, ben c'est ça. J'en ai comme trop. Mais
J'ai gâché toute la finale, moi aussi. Je réponds même pas. Il y a comme un Ben long silence non. qui s'étire. Mais Jean-Christophe, est-ce que vous voulez que je vous laisse une minute pour y penser pendant que je présente nos Oui, commanditaires et nos partenaires? Ça serait une bonne oui, idée? On a oui. à peu près une minute et demie avant la fin pour y penser. Donc, juste vous rappeler là, le processus des prochaines semaines, parce que chaque collège va devoir élire une des 5 œuvres en lice. Les membres du jury étudiant vont faire valoir leur point de vue et leurs arguments à l'occasion d'une journée de délibération qui aura lieu durant le Salon du Livre de Québec, dans la ville de Québec, au mois d'avril prochain. Et c'est à cette occasion que l'auteur ou l'autrice qui sera décoré du prix littéraire des collégiens et des collégiennes va recevoir la bourse Bourgie-Lemieux d'une valeur de 5 000 $. C'est la prochaine fois qu'on se voit tous ensemble d'ailleurs. J'ai bien hâte. Et parallèlement à ce processus-là, les membres du jury étudiants sont invités également à participer au concours Première critique qui est propulsé par Lettres québécoises. Alors, les auteurs ou autrices des 5 critiques gagnantes vont voir leur texte publié dans les éditions papier et numérique du mois de juin de la renommée revue littéraire Lettres québécoises, en plus de recevoir un abonnement d'1 an à la dite revue. Donc, bonne chance à tous les auteurs, autrices en herbe. Et pour finir, avant de revenir à l'humoriste préféré de Jean-Christophe Réel, un merci spécial à nos présentateurs québécois, nos partenaires, Gouvernement du Québec, l'UQAM, la revue littéraire Lettres québécoises, ainsi qu'à notre généreux donateur, Fondation Marc Bourgie. Alors, c'est le moment de tout casser, Jean-Christophe, avec cet humoriste qui pourrait peut-être être ton préféré et solder en beauté notre très belle rencontre. Ça change à chaque semaine, mais je dirais Chris Rock en ce moment. Chris Rock en ce moment. Ouais. Pierrot, est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Mais moi, c'est pas mon préféré, mais je comprends pourquoi c'est. Je comprends. Fait que, merci. Toi, Oui, c'est c'est toi, c'est satisfaisant qui? parce Toi, c'est qui? ben, là, en ce moment, je suis retombée dans Dave Chappelle. Fait que, Il c'est est pas mon solide. Ouais, préféré, mais c'est ouais, mon ouais, éternel. ouais, il est solide. Il y a une parenté dans les goûts. Ça me parle. Alors, en tout cas, sachez que ce soit des humoristes préférés ou pas, ça a été une très belle soirée de discuter avec vous. Ça a été très agréable et je sais que les étudiants et étudiantes sont sous le charme de vos œuvres respectives. Alors, vous n'êtes peut-être pas Dave Chappelle ou Chris Rock, mais vous êtes les vedettes de la littérature québécoise des collégiens et collégiennes. Donc, bravo à vous 4, à vous 5. Et on salue Éric Chacour qui nous a quittés un peu plus tôt, mais qui sera des nôtres en avril prochain pour savoir qui de vous 5 remportera ce prix littéraire des collégiens et collégiennes. Merci beaucoup à vous 5. Merci à tous d'avoir été là avec nous. Et je vous dis bonne lecture et à très vite. Salut. Merci. Au revoir.